Ok, on va commencer. Bonsoir à tous. Merci d'être nombreux. On a aussi tous les licences 3, normalement, dans l'auditorium. Donc, merci d'être là. Nous accueillons Chris Younes ce soir avec un grand plaisir. Je vais juste vous faire un tout petit mot sur ces nouvelles rencontres en fait, d'architecture et de philosophie. C'est quelque chose qui n'existait pas dans l'école ou qui a existé il y a longtemps, mais qui n'existe plus sur cette question de la philosophie en école d'architecture à Nantes. Et donc, en fait, depuis quelques mois, on a regroupé un petit collectif d'enseignants, dont vous voyez au moins 4 d'entre eux là, qui sont là ce soir. Et ce collectif, en fait, part de plusieurs choses, de se dire que l'enjeu de la... Alors, je vais vous lire 2-3 petits mots de ce que on a écrit collectivement pour lancer ce petit cycle de conférences. Il va y avoir 3 conférences. J'en redirai 2 mots, dont la première inaugurale portée par Chris. L'enjeu de la pensée philosophique, comme de la pensée architecturale, est la recréation de monde. Parce que la philosophie met en œuvre des outils pour avancer conceptuellement, produit des questionnements et des concepts opératoires pour décrypter ce qui nous arrive, annonce de manière prospective les possibles du contemporain. Elle aide, à notre sens, enfin elle pourrait aider à rediriger, à repenser l'architecture et peut-être même, sans doute, participer à la redéfinir. La part de l'interpellation philosophique qui nous intéresse ici est celle qui peut nous aider à envisager d'autres manières de vivre ensemble. Une philosophie des milieux habités ancrée autour de l'écologie, devenue, alors pour les licences, un mot compliqué sûrement, écosophie, qui nous invite à questionner l'être humain en interaction. Et donc, c'est voilà, de se dire que faire appel à cette discipline, ça peut vraiment nous apporter aussi des choses sur la manière de repenser en fait, notre manière d'être architecte, nos manières d'être architectes. Comme je le disais tout à l'heure, alors ce petit collectif, il mérite que d'être amplifié. Alors, je ne dis pas ça forcément pour tous les étudiants, bien sûr, mais aussi pour d'autres collègues qui seraient intéressés. On essaie de préparer les conférences que vous allez voir en se réunissant et en lisant de la philosophie pour échanger entre nous. Donc, ça nous met au travail aussi en tant qu'enseignants et ça, c'est fort important. Je le disais, 3 conférences vont se succéder, mais dont la première a lieu ce soir. On pourrait dire conférence un peu inaugurale, même si je ne suis pas trop... de Chris Younes, qui est philosophe, psychosociologue, qui a un compagnonnage de très longue date avec les écoles d'architecture, mais tu nous en parleras, que nous remercions évidemment grandement d'être ici. Et pour te présenter, Chris, rapidement, j'ai trouvé intéressant de citer les mots d'un autre compagnon de route de longue date, qui est Benoît Goetz, et qui a préfacé ta publication en 2018 d'un livre qui s'appelle « Architecture de l'existence ». Alors, je ne vais pas lire l'ensemble de la préface, mais j'ai sélectionné quelques petits morceaux qui me semblent relater aussi à la fois ton travail, mais également finalement cette passion à nos côtés architectes. Alors, voilà ce qu'il dit parmi d'autres mots, évidemment. Les lieux sont des milieux, non des décors ni des spectacles. Et les milieux se superposent et s'intriquent. Ils sont vivants. 1000 milieux de la vie et du monde, l'amour du monde, amor mundi, cette formule arendtienne pour Hannah Arendt. Chris Younes la partage et la fait sienne dans son approche politique du commun. Et nous comprenons pourquoi son écriture, loin de nous enfoncer dans la description du désastre, nous donne quelque espoir. La perspective qui est celle de Chris Younes est de considérer que l'architecture est en charge de nos existences et donc de l'habitation des hommes. Alors, je tourne la page. Il est faux de considérer que l'architecture est condamnée à la grandeur, à la magnification des pouvoirs. On peut penser avec Chris Younes à une célébration de l'ordinaire, de l'extraordinaire de l'ordinaire, c'est-à-dire précisément de l'existence. Chris Younes est un intercesseur de grande importance. Elle a mis en place un dialogue avec l'architecture et entre l'architecture et toutes les formes de pensée qui durera longtemps. Désormais, c'est en ouvrant des livres qui, a priori, n'ont rien à voir avec la discipline architecturale que des architectes pourront trouver, plus qu'une inspiration, des idées. Intercéder, c'est cela, donner accès, tracer des lignes de pensée qui pourront épouser les lignes de l'architecture. Sans intercesseurs, nous restons enfermés dans nos petits mondes. Il faut ouvrir ces milieux appauvris, donner de l'air, élargir, alléger. Chris Younes a cette puissance de vie qui irrigue chacun de ses livres et de ses interventions.
Donc, grand merci encore d'être parmi nous. Je vais passer le relais ensuite à mes collègues, c'est-à-dire qu'on a imaginé la soirée de ce soir en 2 temps. D'abord, une conférence que tu as appelée Architecture, philosophie, le temps des régénérations. Et puis ensuite, vous avez chacun d'entre vous préparé des questions, des envies de débat et d'échange avec Chris. Il ne faudra pas hésiter et essayer, évidemment. Alors, je le dis pour les étudiants, mais c'est pour tous, en fait, à continuer et poser également des questions. On fera passer les micros si vous souhaitez échanger également. Merci et bonne soirée. Bien, merci beaucoup Maëlle pour cette déjà d'avoir organisé cette rencontre. C'est un bon moment. Enfin, vous êtes très très nombreux, c'est très impressionnant parce que on a un moment comme ça à partager. C'est aussi d'avoir rappelé ces quelques mots de Benoît Goetz, qui était un grand ami de l'architecture et qui a aussi travaillé beaucoup. Lui, il travaillait à Metz, il a beaucoup travaillé à Metz et il a beaucoup essayé aussi de penser ce rapport entre architecture et philosophie. Alors, je suis vraiment, ça fait très longtemps que je travaille sur cette question, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et je pense qu'il y a, comme le disait Derrida, c'est qu'entre architecture et philosophie, il y a une cohabitation. J'ai trouvé que c'était une des plus jolies définitions que j'ai trouvées du rapport entre architecture et philosophie. Quand Derrida disait c'est une cohabitation. Pourquoi? Parce que en fait, c'est complètement ce que j'ai ressenti personnellement quand j'ai été invitée à travailler dans les écoles d'architecture. C'est le fait que, en venant d'un monde différent, des disciplines de la philosophie, on se retrouvait sur ce que ça voulait dire habiter en fait. Et au départ, cette question de l'habiter, habiter, bâtir, habiter, penser, hein, c'est les grands thèmes de Heidegger, mais c'était vraiment les thèmes qui étaient absolument déterminants. Et je pense qu'aujourd'hui, étant donné les questions qui se posent, étant donné on parle d'un effondrement de nos civilisations, ce qui me paraît juste dans la façon de présenter que tout bouge, tout est instable, tout se déplace, tout se transforme et on ne sait pas tout à fait ce qui va advenir en fait, mais en tout cas on sait que ça se transforme très rapidement. C'est pas simplement le GIEC qui le dit avec l'accélération du changement climatique ou la 6e extinction des espèces, vous voyez, mais c'est carrément une autre façon d'habiter en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la cohabitation entre l'architecture et la philosophie, elle est vraiment autour d'habiter la Terre. C'est énorme, c'est quelque chose moi, j'aurais pas imaginé de le présenter comme ça si j'avais été invitée à parler. Vous voyez, quand j'ai commencé à travailler dans les écoles d'architecture, il y a une 40aine d'années, j'aurais pas dit habiter la Terre. C'était trop. Ça aurait été trop, vous voyez. Alors qu'aujourd'hui, c'est une évidence. C'est banalement déterminant. Voilà. Et donc, cette question-là, elle est là. Et la question qui se pose, on est ensemble, architectes, philosophes, pour ceux qui s'intéressent à cette coopération, à se demander, mais finalement, vers où aller, comment repartir, comment finalement hériter aussi du monde dans lequel nous sommes, mais aussi imaginer des transformations pour que ça reste habitable. Oui, c'est vraiment ces termes que se passe cette rencontre architecture et philosophie. Pour moi, c'est vraiment de cette façon que je la positionnerai pour démarrer. Alors, quand Maëlle m'a proposé d'intervenir justement dans ces rencontres architecture et philosophie, outre le fait que j'étais très contente de voir qu'à Nantes continue à se développer, repartait ce rapport à la philosophie qui avait été effectivement à une époque par un prof de philo qui donnait envie aux étudiants par la suite, puisque j'en ai souvent rencontré après qui venaient à la Villette pour poursuivre dans un DPEA, eh bien, j'ai trouvé un thème qui m'a paru être le thème, finalement, c'est peut-être la seule chose que je veux partager avec vous ce soir,
Si je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est l'époque, comment est-ce qu'en architecture, philosophie, on va aborder le temps des régénérations. Je pense que, vous voyez, c'est... tout à l'heure, Maëlle parlait justement de Hannah Arendt, qui est une très grande, qui ne voulait pas être philosophe, hein, elle a fait quand même ses études de philosophie, elle a fait sa thèse sur Saint-Augustin, sur l'amour d'ailleurs, mais elle était l'élève de Heidegger. Elle a vécu avec beaucoup de philosophes qui ont marqué l'histoire de la philosophie. Elle se présentait toujours plutôt comme une historienne, une journaliste, une essayiste, en tout cas, peu importe. Mais ce qui, vous voyez, était toujours en cause, c'était quand même cette notion de régénération, de la régénération, le temps des régénérations. Et c'est pas, Arendt parlait des temps sombres. Oui, les temps sombres. Aujourd'hui, ça reste d'une actualité tout à fait frappante, puisque tout ce que j'évoquais au départ, du point de vue, on peut dire, climatique, biologique, mais aussi politique, on peut dire les temps sont sombres. C'est-à-dire qu'on ne sait comment est-ce que les choses vont évoluer. Et donc, le temps des régénérations vient un peu en écho avec cette notion des temps sombres, c'est-à-dire que quand on est finalement dans un creux, il va bien falloir rebondir, il va bien falloir avoir un sursaut, il va bien falloir. Donc, régénération, à mon avis, c'est vraiment un thème clé, parce que, vous savez, c'est dans l'idée de régénérer, il y a l'idée de renaître d'une certaine manière, vous voyez, de renaître. Donc, comme si les civilisations, elles vont renaître d'une certaine manière, renaissance, même qu'il y a eu une renaissance, hein, dans l'histoire de l'Occident, et d'ailleurs, on peut dire dans toutes les civilisations, il y a comme ça des temps où les choses s'effacent, puis elles reprennent un nouveau souffle. Je pense que nous sommes vraiment dans le temps des régénérations. Alors, on pourrait en voir plusieurs. Je pense qu'une qui doit être vraiment majeure pour nous tous, d'une certaine manière, et c'est cette nouvelle approche du rapport entre la nature et la culture. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en jeu, il y a un seuil dans le fait de se dire toutes les cultures humaines ont toujours inventé des rapports à la nature. C'est le propre de la culture d'établir une relation à la nature. Mais nous quittons finalement une époque qu'on a appelée moderne, le modernisme, qui avait développé un certain type de rapport à la nature qui a été extrêmement efficace, extrêmement puissant, mais qui a aussi entraîné beaucoup de problèmes, de dégâts. Donc, vous voyez, c'est le temps des régénérations, c'est vraiment ce régénération dans la façon de se représenter ce rapport naturo-culturel. Alors, c'est quelque chose qui est aujourd'hui presque une évidence quand on voit les publications, les recherches, les appels à projets, ce rapport nature-artefact. Et j'ai été vraiment frappée, et je suis ravie que ça ait lieu, de voir que la biennale à Venise cette année, portée par Carlo Ratti, a été de dire justement intelligence naturale, artificielle et collectif. Oui, de remettre au cœur de ce qui est en jeu ce rapport nature, qu'on disait en philosophie nature-culture, ou nature-artefact. Et dans régénération, il y a cette renaissance dans la façon de se représenter cette rencontre à la nature. Alors, ce thème de nature, il faut le prendre très très au sérieux parce qu'en fait, c'est une énigme. Parce que mot lui-même, nature, en fait, les mots, la philosophie travaille beaucoup avec le langage. C'est ça aussi qu'on a en commun avec les architectes, parce que même si les architectes font des projets qui peuvent être présentés sans mots, hein, j'ai pu constater quand même que pour les PFE, il y a quand même des titres, il y a des mots, il y a même des notes d'accompagnement, donc il y a aussi des mots. Mais c'est vrai que le langage de l'architecte, il n'est pas a priori verbal. Il va s'exprimer d'une autre manière. Mais c'est un autre langage complémentaire et synergique. Mais vous voyez, les mots, c'est quand même ce dont on hérite. Et aussi parce qu'il y a plusieurs langues. Il n'y a pas qu'une façon de parler.
Alors, on parle français là aujourd'hui, mais si on sait que ce mot nature, il vient du latin natura. Natura, ça ressemble vraiment au mot nature, vous voyez. Mais par contre, on sait que ça veut dire ce qui est en train de naître. Ce qui est en train de naître, ce qui est en train, vous voyez, ce qui continue, ce qui devient. Donc ça en renvoie vraiment à la naissance, la nature en latin, dans l'origine, et donc au devenir. Et surtout une genèse toujours recommencée, toujours réitérée. Ça n'arrête pas de renaître. Donc c'est ça qui est très très beau dans le thème de nature, c'est cette notion de naissance. Alors, on sait que ça ne se traduit pas tout à fait avec le mot grec physis, qu'on emploie beaucoup. Hein. On a tous fait de la physique quand on était à l'école, et où c'était finalement l'étude de la nature, des éléments naturels, du socle naturel. Mais physis, on ne peut pas traduire, c'est pas pareil. Parce que physis, au départ, pour moi, c'était un peu pareil. Évidemment, dès qu'on va chercher les mots, on voit que ça n'a plus rien à voir. Mais ça parle de nature. En français, on va le traduire nature. Mais dans la physis, les Grecs vont davantage mettre l'accent sur ce qui est en train de croître et de pousser. Donc, vous voyez, dans la physis, il y a ce qui pousse, ce qui croît, ce qui grandit, ce qui devient. Dans nature, c'est ce qui est en train de naître. Ils se complètent. C'est ça qui est très beau dans les langues, la langue finalement humaine, c'est que la multiplication des langues nous permettrait, si on en avait la compétence, en les superposant, de faire émerger beaucoup de choses sur le thème, par exemple, de la nature. Et vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec simplement le vert. Hein, ce n'est pas simplement du greenwashing, la nature. Évidemment, ça parle du végétal, mais ça parle en fait de tout, la nature. Et donc, je tenais beaucoup à partager ça avec vous parce que j'ai mis très très longtemps à travailler cette question de la nature et aussi de réaliser à quel point c'était précieux en architecture. Parce qu'il y a ce qui est en train de naître, quelque chose qui est en train d'arriver, mais aussi il y a ce qui est déjà là. Puisque la nature, elle est à la fois naturante et elle est à la fois en train de faire naître les choses, mais elle est aussi ce qui est déjà là. Et pour Aristote, dont on considère que c'est dans la physique une ou deux phrases très nettes, il va toujours dire que c'est en fait c'est l'air, l'eau, la terre, le feu, c'est-à-dire les éléments, la nature élémentale. Mais il va dire aussi c'est les bêtes, et j'aime bien ce mot les bêtes. C'est pas simplement l'animal, mais c'est les bêtes et c'est les plantes. C'est pas que le végétal. D'un seul coup, vous voyez, il y a dans les bêtes déjà un pluriel qu'il n'y a pas dans l'animal. C'est d'ailleurs ce que Derrida a regretté, qu'on ne le mette pas au pluriel. Mais aussi, vous voyez, quand on va dire justement les plantes, c'est pas la même chose que si on dit la faune et la flore. Il y a quelque chose où on va voir qu'il y a des espèces, mais il y a aussi toute cette pluralité de choses. Donc, vous voyez, la nature, elle reste vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Et comme le disait Aristote, le propre de la nature, c'est précisément qu'elle est capable d'un automouvement. Je suis allée voir les machines là tout à l'heure, parce que j'ai eu la chance de pouvoir arriver un peu avant, d'aller voir l'éléphant dans son hangar. Et on voit cette machine, évidemment, qui a été fabriquée et qui fait le bonheur des enfants et des grands. Mais évidemment, son mouvement est mécanique. Alors que la nature, elle a ce principe de genèse en elle-même. Donc c'est vraiment un mystère qui reste vraiment un mystère pour la science, pour la philosophie, pour l'architecture, pour chacun d'entre nous. Donc vous voyez, cette question de la nature, elle nous ramène, quand on parle d'Aristote, c'est 5 siècles avant Jésus-Christ, vous voyez, très longtemps. Mais finalement, c'est la même chose pour nous. Les éléments, les bêtes, les plantes, et le fait que c'est toujours en train de se transformer, de devenir, et comme il le dit, ça va grandir, puis ça va de nouveau disparaître, et ça va être finalement, vous voyez, c'est la naissance de la vie et de la mort.
Et donc, je voulais justement, j'ai 3 points, mais mets le plus long est celui-là, et puis après, on va discuter. J'espère que vous aurez envie de parler, ça serait génial. C'est-à-dire que ce qui est important, vous voyez, pour moi, je pense que ce qui m'a mis en mouvement par rapport à cette question de la nature, c'est les cours que j'ai lus, hein, que je n'ai pas du tout lu, j'étais pas présente quand il faisait ses cours, mais Merleau-Ponty a fait au Collège de France une série de cours qui s'appelait La nature, et il est mort brutalement, il a eu une mort brutale, jeune, Merleau-Ponty. Il a été jeune, il a eu très vite il était très jeune quand il enseignait au Collège de France, souvent on est plus vieux. Mais ses étudiants avaient pris des notes, et donc ça a été après publié. Et en fait, ce qu'il a défini la nature, en disant la nature, elle est en nous, et c'est ce qui nous porte. Alors, si vous avez l'occasion, vous voyez, de lire ces cours, vous les trouverez peut-être même sur Internet, parce que moi, je ne suis pas très douée pour là-dedans. Mais par contre, vous voyez, la nature, elle est en nous, et c'est ce qui nous porte. C'est-à-dire qu'on est naturel, elle est en nous, on est des êtres de nature, mais en même temps, elle nous porte parce qu'elle est plus grande que nous, en fait. C'est plus grand que nous, humains, ou que nous, individus, vous voyez. Et on le sait, chacun d'entre nous le sait, évidemment. Donc, il y a une espèce de choses qu'on est en train de redécouvrir, qui était, parce que quand il fait ses cours, vous voyez, c'était avant la fin du XXe siècle, donc, vous voyez, il est dans les années 60, et donc c'est quelque chose qui est là où il met en scène la nature comme quelque chose avec laquelle il va falloir composer, parce qu'elle est en nous et elle nous porte. C'est pas l'artefact qui porte la nature. On ne peut pas inverser les choses. Et donc cette question-là, elle est absolument centrale. Et je pense que on trouverait d'autres apports sur la question de la nature qui sont très intéressantes chez Heidegger au niveau du mystère, du fait que la nature aime à se cacher. Vous voyez, donc c'est tout ce rapport au mystère finalement du monde que reprend beaucoup Edgar Morin à la fin de sa vie. Il insiste beaucoup sur ces questions-là, mais où en fait ce qui nous amène progressivement, c'est de mettre en évidence que la nature, elle concerne tout ce qui est vivant, et plus que le vivant, ce qui est les conditions aussi du vivant. Donc on en arrive à ce qui fait qu'aujourd'hui, le temps des régénérations, le temps de la renaissance, c'est comment est-ce qu'on va ne pas simplement poursuivre une certaine arrogance qui a été portée par finalement la philosophie moderne, quelqu'un comme Descartes, qui est un grand savant, un grand mathématicien, quelque part, il est génial, Descartes, c'est pour ça qu'on le traduit dans le monde entier, qu'on en parle encore aujourd'hui. Mais voyez, en même temps, il va dire comme maître et possesseur de la nature. Comme maître et possesseur de la nature, il ne faut jamais oublier le comme, parce que, évidemment, souvent on va dire maître et possesseur de la nature parce qu'on va caricaturer Descartes. Quand on lit Descartes, vraiment ça vaut la peine de lire Descartes, les méditations cartésiennes par exemple. Enfin, c'est pas du tout ennuyeux, on le lit un soir par soi-même. Après on regarde un peu les commentateurs, mais je pense que c'est bien de lire les textes soi-même directement. Vous voyez un petit dialogue de Platon, des choses, la beauté par exemple chez Platon, on va lire que dit Descartes là-dessus. Par soi-même, ça prend une soirée pour le lire. On prend ce qui nous intéresse et puis on va voir ce que d'autres vont nous dire. Mais comme maître et possesseur de la nature, vous voyez, ça, c'est l'approche du XVIIe siècle qui va se poursuivre jusqu'à notre époque, avec cette idée que l'être humain, il est au centre du monde, il est maître du monde. Il est comme maître et possesseur de la nature. Il n'est même plus garanti par Dieu, par exemple, comme pour Descartes. Donc, le basculement dans la régénération, c'est précisément de s'intéresser au vivant et de se référer non pas à un modèle mécanique, parce qu'en fait, quand on regarde, quand on lit Descartes, quand on voit tous ses travaux, parce qu'il a fait un travail extraordinaire pour essayer de comprendre le corps humain,
eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, le modèle à cette époque-là, c'était les robots, les mécanismes, vous voyez, qui donnaient l'impression que quelque chose était vivant, comme un animal vivant. Vous voyez. Donc, c'était tous ces mécanismes d'horloge qui fascinaient toute cette époque et qui était évidemment le début de tout ce qui va être les machines, en fait, eh bien, les machines la mécanosphère dans laquelle nous habitons, la technosphère dans laquelle nous habitons. Donc, ce qui a changé, la régénération, le temps des régénérations, ça n'est plus comme maître et possesseur de la nature, mais finalement être avec, parmi. On n'est pas au-dessus, on n'est pas au centre, on est avec et parmi tout ce qui vit en fait. Et ça, c'était Gilles Clément qui, à l'occasion justement dans la revue du paysage, il avait justement fait un article là-dessus formidable, qui s'appelait Alternative ambiante, et où il avait dit, en fait, nous ne sommes pas au-dessus, au centre, mais avec et parmi. C'est des thèmes très philosophiques, par exemple de Jean-Luc Nancy, qui va explorer comment on est parmi. Dans le commun, c'est du avec, c'est du parmi, mais c'est pas au-dessus, c'est pas au centre. Donc, le temps des régénérations, c'est quitter l'anthropocentrisme, c'est quitter l'ethnocentrisme, considérer qu'il y a des peuples supérieurs à d'autres, vous voyez. Et puis, c'est être aussi quitter finalement le pouvoir d'un genre sur un autre, qu'on appelle l'androcentrisme, par exemple. Donc, vous voyez, c'est quitter tous ces centrismes, c'est basculer, c'est bifurquer, puisque l'école, j'ai trouvé formidable, votre école a lancé Bifurcon. J'ai dit, quelle bonne idée de bifurquer. Cette bifurcation, elle a vraiment lieu avec ce passage d'être avec, parmi, et elle va être explorée, ça va être exploré de différentes façons. Et les régénérations, elles vont porter sur une nouvelle représentation du rapport à la nature, à la culture, bien sûr, retrouver la part du vivant, la part des interdépendances, des coévolutions, et tout ce sur quoi vous allez travailler, vous travaillez déjà, et vous avez déjà travaillé. Dès qu'on travaille sur le paysage, dès qu'on travaille, je pense, en architecture aujourd'hui, sur la question de l'habiter, on va trouver toutes ces mises en relation, toutes ces interdépendances et coévolutions, qui était un des thèmes sur lesquels insistait par exemple beaucoup McNaghy à propos de la biorégion, l'interdépendance, la coévolution, mais c'est ce qui est présent chez tous ceux qui travaillent dans l'écologie environnementale, mais c'est aussi pour tous ceux qui travaillent sur la question du prendre soin. Et il est certain, et vous voyez, je vais peut-être terminer cette première partie, et je regarde l'heure parce qu'il faut qu'on arrête à 8h15, dernier délai, même 8h si possible. Ah bon, ben là, ce que je dis toujours que je ne parle pas, et puis ça peut durer longtemps, donc... vous voyez, j'avais écrit tout ça, j'enverrai à Maëlle s'il y en a qui peut intéresser, pourrait éventuellement, ça ajoutera un texte à lire si vous avez envie, mais ce n'est pas une obligation. Je vais plutôt m'en séparer un peu. Vous voyez, les régénérations, elles vont porter sur deux plans, les représentations naturo-artefactuelles, mais l'autre type de régénération tout aussi importante, absolument déterminante, ce sera tout ce qui va être une régénération intime, en fait, un ressourcement, en fait. Il n'y a pas simplement comment la nature et l'artefact vivent ensemble, c'est comment, en tant qu'individu, en tant que groupes humains, en tant que communauté, on va se ressourcer. Vous voyez, ça relève vraiment, finalement, de ce que un anthropologue, psychologue, il y a plein qui s'appelle Gregory Bateson, avait développé vers une écologie de l'esprit, qui l'a énormément influencé tout le travail sur l'écosophie de Guattari. Donc, vous voyez, les régénérations, elles sont de deux types. C'est tout ce qui va toucher la façon dont on va s'allier avec la nature en tant que faisant partie de la nature, mais en étant des êtres de culture,
humaine, et on va s'allier avec tout ce qui est vivant. C'était le grand basculement, la grande bifurcation du côté du vivant, totalement absente quand j'ai commencé à enseigner dans les écoles d'architecture, dans les années 75 à peu près, totalement absent, on peut dire, des écoles d'architecture. On peut les chercher dans les programmes, on ne les trouvera pas. Ou alors, ça sera vraiment l'exception. Et aujourd'hui, c'est au cœur. Mais ce qui est finalement peut-être moins présent, mais qui est porté par l'architecture, porté par la philosophie, porté par les artistes, c'est tout ce qui va relever, vous voyez, de cultiver en fait cette vie intérieure aussi, qui va prendre forme. C'est cultiver cette vie de l'esprit, que Bateson appelle la vie de l'esprit. Et on a toujours du mal à le nommer. Est-ce que c'est la subjectivité? Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est l'esprit? Oui. C'est la vie, l'intériorité, en fait. Le fait qu'on va penser, on va ressentir, on va éprouver, on va désirer, on va refuser, on va vouloir. Oui, et donc la régénération, elle porte beaucoup sur une nouvelle façon de penser, de ressentir, de vouloir et de désirer. La grande bascule, à mon avis, elle est là. La grande bifurcation, elle est là. Parce que ce n'est pas simplement la façon dont on représente les rapports nature-culture, c'est la façon dont on représente la façon dont on va exister, dont on va cohabiter, dont on va coexister. Et exister, c'est se tenir sur Terre comme mortel, comme le disait Heidegger, très belle définition. C'est-à-dire savoir qu'on est sur Terre, mais en même temps que c'est toujours un rapport vie, mort, renaissance. Et grand philosophe du XXe siècle, Henri Maldinet, dont j'ai eu la chance d'avoir comme professeur, il expliquait comment on va retrouver dans beaucoup de cultures, on va retrouver comme la figure un peu du labyrinthe, voyez, cette figure un peu qui est un peu quelque chose qui va naître, qui va mourir, mais voyez, mais qui va renaître aussi, c'est-à-dire c'est le cycle de la vie, de la mort, de la renaissance. Donc il y a quelque chose de très fort, je pense, pour les architectes comme pour les philosophes, c'est-à-dire que soi-même, on naît, on vit, on meurt, on va mourir un jour, et quelque chose d'autre, c'est sûr. Bah, c'est sûr ça. Et on va renaître d'une autre manière, comment, ou en tout cas être recyclé. Vous voyez, il y a quelque chose qui a lieu, mais ce qui est valable aussi, c'est du point de vue de nos imaginaires et de nos sensibilités. Donc, vous voyez, ça change absolument beaucoup de choses. Je pense qu'il y a de nouveaux imaginaires qui naissent de ces cycles, qui nous remettent dans des cycles beaucoup plus grands que nous, de retrouver le temps long. Alors ça, c'était le premier thème sur lequel je voulais insister, qui était la notion de régénérer. Oui, renaître dans notre, on peut dire, alliance naturo-culturelle, naturo-artifactuelle, mais aussi régénérer du point de vue de sa propre sensibilité, de sa propre intériorité. Le deuxième thème que j'ai découvert en chemin, en travaillant dans la recherche avec mes collègues, mes amis, mes étudiants, parce que c'est vrai que c'est aussi ça l'enseignement, on apprend, en tant qu'enseignant, on a quand même un rôle à communiquer des choses, mais on apprend beaucoup aussi, bien sûr, en permanence dans ce rapport. Et Michel Serres l'a très bien expliqué, tout ça, ce qu'il appelait le maître ignorant, avec Rancière. Mais cette question, vous voyez, qui est de la question du prendre soin. C'est, je pense qu'il y a, une bascule, quelque chose a eu lieu, en tout cas, je pense dans les textes, dans les écritures, chez des artistes, avec la notion du prendre soin. Alors, on parle souvent du care, parce que c'est vrai que c'est venu, ce mouvement, il est venu dans les années 70 des États-Unis. Il s'est répandu dans tous les continents. Évidemment, on sait qu'en Inde, c'est énormément, très, très développé, mais en Afrique, partout, en Amérique du Sud, en Europe. Et le care, vous voyez, c'est quelque chose, c'est très pluriel comme mouvement.
ça a été porté par ce qu'on a appelé les écoféministes, et qui sont elles-mêmes dans elles ont des interprétations extrêmement diverses, hein, c'est comme l'architecture, c'est comme la philosophie, il y a des écoles là-dedans. Mais elles ont en commun, ce qui est en commun dans ce mouvement, c'est pas réservé aux femmes, hein, l'écoféminisme. Ce qui est en commun dans l'écoféminisme, c'est la réalisation que la maltraitance de la nature, la maltraitance et la pollution de la nature, l'extractivisme forcené, voyez, la destruction en fait du sol, enfin, tout ce que vous connaissez, hein, c'est pour ça que je n'en parle pas trop, parce que le listing, on l'a chacun d'entre nous. Mais cette maltraitance de la nature, finalement, elle correspond aussi à une maltraitance des humains entre eux, qui ont donné lieu à une maltraitance du patriarcat vis-à-vis des femmes, mais aussi une maltraitance de certains peuples par rapport à d'autres, comme le colonialisme. Donc, et toutes ces dimensions-là, les écoféministes les mouvements écoféministes portent la volonté de prendre soin plutôt que d'être comme maître et possesseur de la nature. Et donc, ça sera prendre soin et de la nature et de l'autre, tout genre confondu, la pluralité des genres. Enfin, vous voyez, c'est des grandes questions contemporaines, politiques, qui divisent les peuples et qui sont déterminantes parce que ça concerne la philosophie, ça concerne l'architecture. Comment on va faire un espace public? Quelle place? On sait qu'il y a un vrai problème, mais de toute façon, il va y avoir une intervention là-dessus, je pense par Antonella Tufano. Donc, vous voyez, ces questions-là sont déterminantes et les écoféministes, ces mouvements, en portant ces questions-là, nous amènent à repenser des questions fondamentales qui n'étaient pas vraiment présentes non plus dans les écoles d'architecture et qui ne sont pas encore assez présentes. Elles sont en train d'y entrer, hein, mais ce n'est pas encore majeur. Alors, il y a tout d'abord tout ce qui va concerner, parce que souvent on se dit, ah ben oui, le prendre soin, ça va concerner le sanitaire, les métiers du sanitaire, les métiers du social. Oui, ceux qui vont s'occuper des questions sociales ou bien s'occuper du soin, on peut dire de la maladie. Bien sûr que ça en fait partie, mais ça déborde. C'est-à-dire que ce qui est fondamental, vous voyez, dans cette approche, ce temps de la régénération du prendre soin, plutôt que de l'oppression et de la domination, c'est basé sur le fait que la vulnérabilité, elle est partout en fait. Elle est dans la biodiversité, mais elle est aussi dans la façon dont les sociétés se répartissent les rôles, dans le traitement des plus faibles par les plus forts. Vous voyez, il y a dans cette approche cette volonté d'essayer de développer d'autres mentalités, un autre mental, vous voyez, une autre écologie de l'esprit qui consiste à essayer de développer autre chose que de l'oppression. Ce n'est pas une obligation, on peut inventer des rapports d'un autre type, d'une forme d'horizontalité, d'autres formes de gouvernance, d'autres formes d'organisation. C'est extrêmement difficile. Parce que on parle de la bifurcation, le fait même d'en parler, c'est important. Le fait même de voir tous ces mouvements qui se sont développés depuis les années 70, qui prennent de plus en plus de vigueur et qui justement mettent en évidence la possibilité de vivre avec, parmi tous les vivants, différentes cultures dans la pluralité, mais qu'il va falloir l'inventer. Parce qu'on hérite d'un système qui a progressivement séparé, divisé, hiérarchisé et abîmé aussi. Vous voyez, donc détruire, polluer, voire rendre inhabitable la Terre. Puisqu'en fait, vous voyez, quand on dit le temps des régénérations, il ne surgit pas par hasard maintenant. Il surgit maintenant quand on pense que la Terre devient inhabitable. Et qu'il faut qu'on trouve des moyens pour pouvoir continuer à l'habiter. Alors, il y a une femme qui s'appelle Joanne Tronto, qui est juriste, qui a
formulé, d'ailleurs qu'on trouve ça dans un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que le Caire ?», porté par Sandra Lausier, puis 2 autres personnes, Molinier, Paperman, qui justement, elle a écrit un texte qui est vraiment bien, pour ceux que ça intéresse, allez le voir, où elle appelle ça « Démocratie du Caire » et « Caire démocratique », je ne sais plus dans quel ordre. Mais en fait, elle dit, pour l'architecture, c'est très utile parce qu'elle va dire, il va falloir finalement maintenir, continuer, réparer. Vous voyez, c'est d'un seul coup, le vocabulaire a changé. Maintenir, continuer, perpétuer, continuer, réparer. Donc, le vocabulaire a changé et la réparation va devenir importante. C'est les personnes qui se prennent soin, qui réparent, qui s'occupent de l'espace public, s'ils ne le font pas, ça ne marchera pas. D'un seul coup, vous voyez, c'est des discours. Dans la pratique, c'est loin d'être régulé. Mais c'est le fait que réparer, ça concerne les architectes. Et ça concerne les philosophes. Parce que les philosophes, finalement, en Occident, ils n'ont pas beaucoup travaillé sur ces questions-là. Où il faut aller voir du côté de l'Orient, avec, vous voyez, tout l'art de réparer, avec des fils dorés, ce qui a été cassé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, vous voyez, qui est extrêmement important, parce que cela signifie qu'on va prendre au sérieux, on régénère en refusant la surconsommation et en essayant de réparer, de maintenir. C'est l'inverse de l'obsolescence programmée, dans laquelle nous habitons, hein, qui est la dominante. Donc, vous voyez, c'est pas... Et donc, voilà, je pense qu'actuellement, dans les écoles d'architecture, on travaille beaucoup ce que c'est que réparer, ce que c'est que durer. J'entendais ce matin, parce que je suis partie d'un club là, au ministère, enfin bon, peu importe. Et donc, en fait, la grande question maintenant, c'est la robustesse. C'est-à-dire durer. C'est pas simplement, vous voyez... donc, cette question du fait qu'on peut faire durer les choses, et toute une nouvelle génération qui travaille avec les friperies, qui s'habille autrement, tout un monde, le monde de la mode et du design se régénère au contact de cette nouvelle orientation qui est marquée par le prendre soin de ce qui est déjà là, de l'existant, avec cette idée que on a tellement extrait, tellement pollué, on a tellement d'objets, tellement de choses, qu'il va falloir réduire tout ça. Donc, vous voyez, ça, c'était le deuxième point sur lequel je voulais insister, sur le tournant, le sursaut. Moi, je préfère parler du sursaut du prendre soin, qui est ce sursaut du prendre soin, le sursaut du Caire, qui part de la vulnérabilité de la Terre, de la vulnérabilité des plus vulnérables, mais aussi de la vulnérabilité tout court de l'être humain, et donc de l'interdépendance. Et que ce n'est pas triste d'être interdépendant, parce qu'en fait, c'est le propre de la chaîne de l'humanité, d'être interdépendant. Et donc, je voudrais, mon dernier point, c'est juste évoquer donc moi, j'ai beaucoup fait de travaux, enfin, un peu comme on fait là aujourd'hui, avec ce qui se lance dans architecture et philosophie à Nantes. Et ça, vraiment, c'est trop bien que l'école d'architecture, philo, puissent partager un peu des choses. Parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à partager. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que parmi les questions dont on ne parlait pas et qui sont amenées par les écoféministes, et souvent les plus pauvres, c'est la question de se nourrir, de la subsistance. Oui, la subsistance, se nourrir, comme une question majeure. C'est pour ça que ce n'est pas simplement un gadget quand on dit enfin un jardin à tel endroit. Il y a des endroits où le jardin il est vital. Dans certains cas, il peut être aussi pour le plaisir, pour la régénération, vous voyez, heureuse. Mais dans certains cas, c'est aussi pour nourrir sa famille. Et donc, vous voyez, tout ce travail autour de la nourriture, de la survivance, la nourriture, est amené par ces mouvements écoféministes. C'est-à-dire, ils amènent des questions qui sont les questions que vous avez vécues dans votre famille, que vous vivrez toute votre vie, qu'on vit tous,
mais qui n'était pas au cœur des écoles d'architecture, alors que c'est au cœur. Aujourd'hui, c'est une évidence. Cultiver, se nourrir de la terre, nourrir tout le monde sur terre, etc. Et le dernier point, donc, je voudrais partager avec vous, parce que c'est un chantier, c'est un laboratoire qui se développe. On veut certainement le développer dans notre laboratoire au GERFO, qui est un laboratoire qui se voudrait... parce que l'institution veut toujours que ça soit dans une école. L'idéal, c'est que ça soit dans plusieurs écoles. Il faut qu'il y ait plusieurs... qu'il y ait vous voyez, c'est philosophie, architecture, urbain et paysage. Il faudrait d'ailleurs qu'on mette GERFOP. Parce que c'est fondamental, évidemment. C'est justement parler de l'ouvrage qu'on a, et où justement Mel on avait fait la gentillesse de venir, où il y avait plusieurs de Nantes sont venus nous soutenir aussi, sur l'architecture, enfin, prendre soin, architecture et philosophie. Alors c'est un collectif, vous voyez, qui en fait a donné la parole à pas mal d'architectes, urbanistes, et donc en rigolant, on se dit il y a 3 grands prix d'urbanisme dans ce livre, mais ça on ne le savait pas, hein, parce que Claire Sorteur, elle est devenue grand prix d'urbanisme, elle ne le savait pas. Le directeur de l'école de Clermont, Simon Tessou, ça avait été mon étudiant, et il est grand prix d'urbanisme, donc il nous a donné un texte inédit, il a pris longtemps pour le faire, il nous a fait attendre d'ailleurs très longtemps, et on l'a attendu quand même, on ne regrette pas. Et il y avait Frédéric Bonnet qui travaille beaucoup à Nantes, qui aussi a donné un texte. Et donc, et puis il y a beaucoup d'autres, mais ce que je veux dire, c'était rigolo d'avoir 3 grands prix d'urbanisme, ça n'était pas du tout voulu, hein. Mais ça m'avait fait plaisir de voir que pour eux, ça avait du sens de parler du prendre soin. Et vous voyez, en fait, on a comme hypothèse, un peu de travail, cette hypothèse que le prendre soin, il est forcément synergique. Et il est forcément symbiotique. Il est synergique parce qu'il faut faire travailler les choses ensemble. Les bêtes avec les plantes, avec les éléments. Vous voyez, c'est un peu cette alliance, en fait, naturo-culturelle. C'est les synergies, en fait. Hein. Mais c'est aussi, vous voyez, tout ce qui... parce qu'en fait, le prendre soin en architecture, ça va être à faire travailler, mettre en synergie, en symbiose les choses, mais ça va être quand même de se dire, en tant qu'architecture, quels sont les grands sentiers de l'architecture synergique et symbiotique. Alors on a fait l'hypothèse, c'est un peu comme si on nous disait, voilà, vous allez faire un rapport de recherche, qu'est-ce que vous avez comme hypothèse problématique, hein, c'est une problématique. Donc maintenant, le travail est à faire. Certains ont donné quelques exemples, mais on considère qu'il y a, moi, ce que j'appelle ça la boussole du prendre soin en architecture et paysage, c'est comment accueillir humain et non humain. Et il y a du boulot, puisque l'accueil de l'autre, c'est pas d'actualité. Donc accueillir. Et l'architecture, elle forcément, elle va accueillir d'une certaine manière. Et l'hospitalité, l'architecture, elle ne peut pas ne pas se poser cette question. Mais ce n'est pas simplement accueillir d'autres humains, c'est aussi accueillir le non-humain. Vous voyez, ça, c'est quand même un point clé. Dans cette boussole, il n'y a que 4 paramètres. Ils sont tous en synergie, en symbiose. La deuxième, c'est tout ce qui touche, en fait, la maintenance. Maintenir, réparer, entretenir, faire durer, plutôt que jeter, gaspiller. Ça, c'est vraiment nouveau, vraiment, vraiment. Parce que dans le monde vernaculaire, ça n'existait pas de jeter comme ça. Où ça se faisait dans des fêtes, c'était exceptionnel. C'était quelque chose qui est très, très limité dans le temps. Ensuite, c'est quelque chose qui est, pour moi, fondamental, qui est soutenir, porter, soutenir, porter. C'est présent un peu dans le sustainable, vous voyez. Soutenir, il y a sustain, nourrir, porter. Mais la soutenance, le soutenir, c'est dans quelle mesure la nature nous soutient. Dans quelle mesure l'infrastructure naturelle, l'infrastructure culturelle nous soutient. Vous voyez, parce que nous sommes portés par ce que nos ancêtres ont fait, ce qui nous ont permis
d'être aujourd'hui dans cet amphi, de pouvoir se parler, de pouvoir, de pouvoir se déplacer comme on le fait, etc. Et puis, le dernier, c'est s'accorder. On est en train de le traduire en anglais et tout le monde me dit comment on va le traduire. Moi, je dis on l'appelle tuning parce que je pense que l'accordant, c'est du tuning en fait. Il faut que ça colle ensemble, il faut que tout marche ensemble, quoi. Et je trouve que c'est ça l'art et l'architecture. En tout cas, moi, je ne suis pas architecte, je ne le serai jamais. Je pense que si j'étais... À une époque, je m'étais dit, il faudrait que tu deviennes architecte, enfin, par les études, quoi. Je serais resté philosophe, mais aussi architecte, ça aurait été bien. Mais ça, c'était une pure idée idiote. Mais en tout cas, oui, le tuning, c'est le fait que... Comment on fait tenir ensemble tout ça, quoi. Comment on fait tenir ensemble tout ça. Je trouve que c'est quand même le grand challenge de l'architecture et de la philosophie. Parce que quand on est en philosophie, on essaie de faire tenir des raisonnements et on essaie d'hériter de ce que les autres ont pensé avant nous. Parce que c'est ça la vraie philosophie. La philosophie, c'est Socrate. Il n'écrit pas des livres, il n'écrit pas des articles, il est dans la rue, il parle. Voilà. Après, il a un très bon élève qui, après avoir une académie, mais lui, d'ailleurs, il va se faire éjecter par la cité. Mais en fait, il va entrer en relation. Mais on va le mettre en cause aussi. On va le mettre en cause parce qu'on dit, mais oui, d'accord, mais Socrate et surtout Platon, en fait, eux, ils sont toujours en train de dire où est la vérité, où est le bon chemin. Et je voudrais faire ma conclusion. C'est que le grand changement entre Socrate, Platon et tous les philosophes jusqu'à maintenant, on cherchait un peu une vérité universelle. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes une boussole tremblante qui ne sait pas comment s'orienter, qui a quelques éléments, mais ça veut dire comment on va s'orienter. D'accord, on a une matrice, on a quelques repères, mais comment s'orienter? Je pense qu'on est vraiment dans le trouble dont parle Donna Haraway. On est vraiment dans la désorientation. Et c'est pour ça que c'est le temps des régénérations. Et que ce temps-là, il est très puissant parce qu'on voit que beaucoup de gens proposent des choses. Et je m'arrête parce que le temps est venu pour maintenant échanger, communiquer. Merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez suivi un peu, que je ne vous ai pas noyé, que vous entendiez. Je pense que le micro marchait. Oui, très bien. J'ai hâte d'en parler avec vous ce soir. Alors, est-ce qu'il y a des interpellations? Est-ce qu'il y a des interpellations? Est-ce que vous avez des questions de compréhension? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est passé et que vous n'avez pas saisi et vous auriez besoin d'une précision? Très bien. Oui. Attends, il faut que tu attendes le micro. Merci. Il faut que tu allumes le micro aussi. Vous m'entendez? Oui, merci. Okay. Merci pour la présentation. Vous avez parlé de deux formes de régénération. La première, le rapport à la nature, enfin le lien entre la nature et la culture. La deuxième, vous avez parlé de la culture, cultiver la vie de l'esprit, la sensibilité. Et à ce sujet, j'ai une question dans le sens où est-ce que cela ne... Enfin, ma question, c'est plutôt comment est-ce que cette forme de régénérescence peut ne pas séparer, dans le sens où, vu que c'est subjectif, enfin, chacun a sa propre sensibilité, est-ce que cette sensibilité, justement, parce que la première, pour moi, elle rassemble, mais est-ce que la deuxième ne diviserait pas quelque part, dans le sens où il y aura une sorte de confrontation entre les sensibilités? Et est-ce que c'est plutôt une régénérescence collective ou individuelle ou intime? Enfin, c'était ça ma question. Oui, ben, vous avez merci beaucoup pour votre question et enfin votre commentaire, parce que je pense que c'est très juste en fait. Hein, c'est qu'il y a
c'est pour ça qu'il y a plusieurs façons d'entrer. J'ai pas du tout évoqué, par exemple, ce que nous, on travaille beaucoup dans notre laboratoire sur la question, enfin, dans un petit groupe, quoi. On est intéressé par ce qu'a fait Guattari sur l'écosophie, parce que c'est quelque chose, si vous voulez, qu'il a posé cette question. C'est un petit ouvrage, mais qui est très difficile, en fait, mais qui est très intéressant. Ils appellent les 3 écologies, mais il y a eu d'autres textes là-dessus. Et il pose beaucoup cette question sur le fait que la question individuelle est collective. Parce qu'en fait, c'est à la fois, il faut, justement, lui, il appelle ça le mental. Les 3 écologies, c'est l'environnemental, le social, le mental. Ça, c'est facile à s'en rappeler. Je pense que là, c'est vraiment le truc à avoir en tête, c'est que quand on parle de écosophie, c'est une sorte de sagesse, finalement, de la façon d'habiter le monde. C'est ça, parce que dans oikos, c'est l'habitation, en fait, la terre, en fait. Ça peut être autre chose, mais donc la sagesse, d'une certaine manière, c'est donc pas une science, mais ça serait d'arriver à accorder, à faire tenir ensemble l'environnemental, qui relève de la science, le social, qui va relever évidemment de tous ces rapports interpersonnels et politiques aussi, et le mental, c'est-à-dire le monde intérieur, en fait, qui est à la fois notre sensibilité. Et il travaille beaucoup sur la difficulté de la discipline que cela va demander, de faire toujours des allers-retours, parce qu'il faut à la fois cultiver sa propre sensibilité, sa propre intelligence, sa propre capacité de culture, sa propre capacité d'être au monde, mais en même temps de le faire avec d'autres. Donc il y a tout un travail qui est développé par Guattari et Deleuze, d'ailleurs, qui ont beaucoup travaillé là-dessus aussi dans Mille plateaux. C'était toujours comment travailler à ce qu'ils appelaient le mineur et le majeur. C'est le macro et le micro. C'est toujours à la fois à l'échelle de petits groupes, mais aussi de se connecter avec d'autres. Il y a toujours cette idée qu'il faut arriver à relier ces entités. Parce qu'effectivement, si on n'y prend pas garde, on arriverait à cette totale dérive. Et ce qui serait vraiment une aberration totale. Puisqu'aujourd'hui, le bilan qu'on fait, c'est que le monde dans lequel on vit, aussi le monde urbain dans lequel on est, on le voit une très grande solitude. On la constate chez les jeunes, dans vos âges. On la voit chez les gens plus âgés. Beaucoup de gens veulent se suicider âgés. Parce qu'en fait, c'est un monde de grande solitude. Et le monde urbain, quand les enquêtes mettent en évidence il y a un grand individualisme, mais aussi une souffrance liée à la solitude. Donc, il y a quelque chose qui est en jeu. Et donc, c'est clair que cette régénération, il y a une vraie critique qui est menée, par exemple, si on s'engage sur cette question écosophique. Il y a une certaine critique aussi dans ce qui serait être une sorte d'égoïsme du développement personnel forcené qui fait qu'on ne s'occupe que de sa santé, que de son temps, que vous voyez, de tous ces moments, mais qui ne sont jamais en rapport avec les autres. Et ce qui est très intéressant avec l'écoféminisme, c'est que quand on regarde des auteurs qui sont étranges par moments, hein, comme Starhawk, c'est très étrange ce qui se passe, etc. Ce qui est cultivé, c'est comme le travail collectif, et des collectifs qui se transforment au fil du temps, vous voyez, qui sont toujours en train de se renouveler, de se régénérer, pour éviter d'être dans la fermeture, le club fermé, où en fait ça rejette les autres. C'est vraiment la base, le cœur. Ces 2 types de régénération, elles impliquent des systèmes intermédiaires de connexion et d'ouverture en permanence, pour éviter qu'on se referme sur soi-même et qu'on fabrique un monde, une tribu. Maffezoli a parlé du temps des tribus, qui était le fait qu'on fabrique sa tribu et on s'occupe pas trop et on survit grâce à sa tribu. Et c'est pas un problème d'avoir des sous-groupes, au contraire, de l'amitié, mais c'est comment éviter que ça devienne un monde fermé qui exclut, en fait. Donc c'est vraiment la question, et c'est vraiment un long chemin. Une autre question de compréhension peut-être, ou une question tout court? C'est bon? Oui. Merci pour votre conférence. Au début, vous avez parlé d'artefacts et du lien avec la nature en prenant l'exemple de la Biennale d'art de Venise, le pavillon français.
Et moi, j'y étais il y a quelques mois, mais du coup, en vous entendant parler, j'ai l'impression d'être passé un peu à côté de l'œuvre. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Non, mais c'est que comme j'ai pas, je l'ai fait une parenthèse, c'était pas clair ce que j'ai évoqué. En fait, c'est pour ça que ça crée une confusion. Ce que j'ai évoqué, c'est la prochaine biennale qui va arriver. Donc c'est parce que c'est celle qui vient d'être passée. C'était un autre thème. C'est le nouveau thème qui a été lancé pour la biennale 2025. Et c'est étonnant parce que il pose la question du naturel et de l'artefact fait par la main de l'homme, on pourrait dire l'artefact. Et c'est vraiment cette question qui est mise au cœur, comme ça, de comment les architectes vont poser cette question. Alors, ça va être intéressant de voir, est-ce que ça va être en termes de synergie, de symbiose? Est-ce que ça va être en termes de comme maître et possesseur de la nature? Puisqu'actuellement, on voit incontestablement des systèmes qui se mettent en place en disant il faut continuer à extraire les ressources de la terre, il faut développer la puissance, la force. Je veux dire, il y a les mouvements, il y a de la contradiction, il y a pas, c'est pas un consensus, loin de là. Mais il y a quand même un sursaut qui est minoritaire, à mon avis, très minoritaire, mais qui est réellement, je pense, une force vive qui est en train de revitaliser, de régénérer et de redonner de l'espérance. Et moi, je vois avec intérêt qu'il y a des mots qui sortent comme amour, joie. Ça, personne n'en parlait jamais. Il n'y avait que Morin qui se le permettait, parce qu'il avait déjà fait tout un travail sur la systémique. Donc, mais c'est pour ça, c'est normal que vous ne l'ayez pas vu, parce que ça n'a pas été encore, ça va avoir lieu à partir du printemps. Mais ça sera intéressant de suivre pour voir comment ça se passe, parce qu'il y a quand même, c'est Carlo Ratti, c'est beaucoup aussi les intelligences, c'est beaucoup l'intelligence finalement, l'IA en fait. Vous voyez. Donc l'artificiel, c'est pas par hasard que ça arrive en ce moment. Moi, j'ai mis un gros paquet sur la nature parce que je pense qu'on parlera plus d'artificiel que de la nature. Pour continuer sur la question de nature, vous disiez au début que pour Aristote, la nature, c'était les éléments, les bêtes, les plantes. Et je voulais savoir, le monde minéral, il est de quel côté? Il est du côté des artefacts ou du côté de la nature? Mais est-ce qu'il est conforme à cette description de la nature comme quelque chose qui naît, oui, et qui, etc. Pour Aristote, c'était vraiment l'eau, l'air, la terre, le feu. Vous voyez, c'était vraiment les éléments. L'élément, c'est ce qu'on ne va pas décomposer. On va pouvoir le décomposer. L'eau, par exemple, on va pouvoir la décomposer. Mais oui, il y a l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu, l'élément. Et donc, c'est ce côté élémental qui fait qu'il y a une propriété particulière dans ce qui caractérise ce que c'est que l'eau, du point de vue, quelle que soit la part humaine, en fait, la part artificielle. Par contre, maintenant, il est certain que, étant donné, vous connaissez l'hypothèse fortement, maintenant de plus en plus forte, de l'idée d'anthropocène venant après l'Holocène, on parle beaucoup d'une troisième nature. D'une troisième nature qui serait cette nature qui est ce mixte du naturel et de l'artefact, qui serait cette nature, vous voyez, c'est Anna Tsing, par exemple, qui le développe de façon magnifique, et qui est, vous voyez, de voir qu'il y a cette... Comment est-ce qu'on va penser cette rencontre de l'artefact et du naturel? Et je pense que c'est dans la prochaine biennale, je pense qu'il y aura beaucoup de choses autour de ça, très intéressantes, et qui vont beaucoup dans l'esprit, je trouve, du sursaut du prendre soin. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, hein, ce ne sera peut-être pas du tout ça. Mais dans le fait de dire, oui, voilà, ce qui est là, l'existant maintenant, c'est un mixte. Il est de fait, c'est du béton, c'est du mercure, c'est ceci, c'est cela. Et comment est-ce qu'on répare, on maintient, on perpétue? Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on part de ce qui est là. Merci. Bonjour. Justement, sur les thématiques du réparer, du prendre soin,
il y a quelque chose que je trouve assez interpellant, puisqu'il y a un mot qui n'est pas trop ressorti, mais qu'on emploie beaucoup, qui est celui du déconstruire, se déconstruire. Et ce que vous avez évoqué sur l'écologie de l'esprit, de l'intime, ce cycle de naissance, de mort et de renaissance, ça m'évoque aussi ce mot-là. Alors, c'est un petit peu confus, mais sur cette thématique du déconstruire, de défaire les pensées, les espaces archaïques, comment est-ce qu'on peut envisager de reconstruire sur des décombres qui sont ceux, entre autres, de la modernité, mais comment on peut reconstruire vite, urgemment, mais laisser le temps nécessaire à la régénération dont vous parlez? Oui, mais c'est-à-dire, je pense que ça va être justement tout le travail que des architectes responsables, les architectes et pas que, hein, évidemment, tous ceux qui vont travailler dans la transformation des milieux habités. Cette idée du fait que vous l'avez employé, c'est déconstruire. Alors, on sait que tous ceux qui travaillent dans le réemploi, la réhabilitation, dans cette orientation, vont prendre beaucoup de soins pour classer, ranger, reprendre, pour pouvoir réutiliser les choses. Et donc, je pense que tout ce travail que vous évoquez, c'est reconstruire. Ça veut dire ça a déjà été construit, on va reconstruire. Donc, à partir de ce qui est déjà là. Mais je pense que ce qui va être aussi très intéressant, c'est que ça va être comment est-ce qu'on va créer des synergies, des symbioses. On va pas simplement reconstruire du bâti, une place, une ville, un bâtiment, mais on va régénérer un milieu. On va refaire milieu. Je pense que vous voyez cette question du refaire milieu, il rentre dans le réutiliser, réparer. C'est-à-dire que ça va être, et parce que finalement, d'un seul coup, on va dire, ah ben oui, comment ça se passe du point de vue du sol, comment ça se passe du point de vue de l'air. Par exemple, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce que fait, par exemple, Basmet pour Notre-Dame à Paris. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est magnifique, cette idée de faire finalement un jardin dans lequel on va se promener plutôt qu'un parvis, plus une prairie. Et ça participe complètement de se mettre en synergie, en symbiose avec les humains, mais aussi les non-humains. Et donc de se remettre, on refabrique un milieu en fait. C'est même pas qu'on fabrique, on refait milieu en fait. Il faut retrouver des nouveaux mots. Je pense que ça va s'inventer aussi. Je pense que les architectes vont inventer des mots, les poètes, les artistes, pour essayer de rendre compte de ces alliances en fait. Moi j'aime bien régénération parce qu'il y a naissance, à cause de nature, mais je trouve que ressourcement, c'est superbe aussi comme mot. Et ça ne dit pas la même chose, même s'il y a des correspondances. Je vous remercie. Merci. Et si je peux réagir sur ce que vous dites, c'est que vous donnez un exemple qui est une réponse paysagère. Ça questionne beaucoup, puisque le réparer, c'est à la fois quelque chose d'actif. On va entretenir, on va colmater, on va remplacer, et en même temps, on est dans l'inaction, dans une forme de laisser-faire, ce qui fait qu'il y a une espèce de malaise chez les architectes. En tout cas, j'ai cette impression, qui est celle de est-ce qu'il faut cesser de faire, de bâtir et puisqu'en fait, on sait que la façon dont on fabrique, il y a des choses qui sont délétères pour notre milieu. Comment on peut continuer d'être architecte dans ces conditions? Non, mais c'est vrai que je l'avais remarqué à Lausanne aussi, parce qu'ils avaient fait un bilan un petit peu des pratiques, et il y avait vraiment cette angoisse même de devoir construire au moment où, en fait, on sait qu'il y a un impact qui peut être extrêmement... qu'il y a un impact. Et moi, je trouve qu'il y a plus que jamais besoin de reconstruire, parce qu'il y a besoin... L'être humain a besoin... L'architecture est un abri. C'est un abri pour l'âme et pour le corps. Donc, cette idée de l'abri, c'était l'idée de Agamben, la question de l'abri. Et je pense que c'est un point clé. Quelqu'un comme Éric Daniel Lacan parle d'abri ouvert. Je pense que c'est vrai que cette notion d'ouverture est essentielle, parce que
c'est simplement autrement. Pour moi, c'est pas le ne plus faire, mais c'est faire autrement. Et c'est vrai que si c'est possible de reprendre, reconstruire, c'est se projeter, mais c'est accueillir des gens qui en ont besoin. Et c'est rendre l'habitat et puis la ville, la subsistance plus appropriée. Donc moi, je pense qu'il y a au contraire beaucoup, beaucoup à faire, mais d'une autre manière, en prenant le tournant du prendre soin. Merci beaucoup. Je veux bien prendre la suite. D'accord. Donc là, il y a une bonne grosse majorité de nos étudiants ici qui sont en 3e année d'architecture. Donc ça veut dire qu'à la fin de leur licence, donc la licence, on leur a appris à qu'est-ce que c'est l'architecture, à aimer l'architecture. On leur a appris des normes, on a appris à calculer des surfaces, à évaluer des descentes de charges, à dessiner des toits plats pour qu'ils ne fuient pas. On leur a appris des logiciels, etc. Donc tout ça, c'est des choses aussi très techniques. Et donc là, on leur met dans leur panier une nouvelle chose, qui est la question de la philosophie. Alors, comment vous pourriez, en quelques mots, leur dire que finalement, cette approche philosophique ne va pas les déconcerter, mais au contraire les renforcer dans cette approche déjà technique qu'ils ont? Oui, mais j'espère que ça sera le cas parce que, enfin, ça peut être le cas parce que la philosophie, en fait, c'est vraiment, on est tous capables de penser par nous-mêmes. C'est vrai que la philosophie, c'est penser par soi-même. Alors, on a une histoire de la philosophie, et quand on fait de la philosophie, c'est précieux qu'on soit amené à lire des textes qui nous ont précédés. Parce que ça veut dire qu'on hérite aussi de la pensée des autres. Mais moi, j'ai trouvé que, c'est vraiment par expérience, avec mes étudiants, ça fait longtemps que j'enseignais à Clermont-Ferrand, puis à la Villette, maintenant je suis à l'école spéciale d'architecture là, à Paris, ils n'ont aucun problème ça va de soi, parce qu'en fait, quand on va faire de la philosophie, ça va être, dans certains cas, bien sûr, on aura peut-être envie d'aller voir un texte, peut-être on aura envie d'aller lire, si on est sur la beauté, par exemple, ah oui, qu'est-ce qui s'est dit dans ce dialogue, et ça peut nous donner des idées. Mais sinon, on peut aussi très bien se passer de ça quand on fait de la philosophie. Pour moi, ce qui est important dans la philosophie, c'est retravailler le langage, et c'est le sens des mots, le sens des mots, pour ne pas se faire piéger par les mots. Je pense que ça, c'est très, très, très précieux. Donc, c'est un gros travail sur les étymologies. Je pense que c'est très utile. Vous notez ça. Non, mais je ne suis pas prof, là, heureusement. Mais c'est vrai que moi, j'ai remarqué que moi-même, quand on me demande de faire un travail, ce qui est le cas actuellement, je vais rechercher les étymologies et je vais découvrir des fois des choses que je ne m'avais jamais traversé l'esprit. Et ça cultive l'imaginaire. Moi, personnellement, ce que je trouve que le rapport entre l'architecture et la philosophie, ça cultive l'imaginaire, ça cultive le sens de... Ça aide à trouver les mots qui nous correspondent par rapport à ce qu'on veut faire. Et je trouve qu'aujourd'hui, qu'on est un peu... Comment dire, qu'on ne sait pas trop comment bien faire, ça nous amène à repenser la question de l'éthique, de l'esthétique, qui sont au cœur de l'architecture. Parce que je pense que c'est central pour l'architecture. J'enchaîne avec Oui. une autre petite question. Donc, toujours en 3e année, on conçoit des bâtiments, des logements, etc., avec des corps abstraits. Et les corps sont les grandes références finalement qu'on a dans une école d'architecture au corps, c'est Neufert et puis le modulaire de Le Corbusier. Et donc là, vous leur mettez dans les pattes l'écoféminisme, et donc avec une autre manière absolument différente d'engager le corps. Voilà. Est-ce que c'est une nouvelle révolution ou cette régénération vient aussi de ces modèles-là? Oui, absolument. C'est exactement ça. Je pense que c'est le temps des régénérations parce que je pense que déjà,
Parce que quand on parle de Le Corbusier, par exemple, le modulor, il est vraiment, il fait partie de ces grands, les pères du moderne en architecture, et il est l'héritier des temps modernes, on peut dire de la modernité. Donc il assume complètement son imaginaire, c'est l'avion, c'est le bateau, c'est finalement toute l'avancée technique du XXe siècle. Et entre-temps, il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu, quand le club de Rome, le rapport Meadows, c'est des années 60. Il y a déjà eu des alertes comme ça qui ont été lancées, mais il y a eu aussi la guerre, les deux guerres, les massacres systématiques à une époque qui ont complètement, la décolonisation aussi, qui ont modifié les rapports au monde, et d'un seul coup, je pense que l'écoféminisme, il naît parce que la nature va mal et que les rapports finalement d'oppression du patriarcat rendaient les choses insupportables. Et donc, ça a surgi parce que le monde s'était transformé. Et je pense que voilà, ça fait partie de notre... c'est autre chose. Il n'y a plus un seul individu universel. Il y a quelque chose d'autre. Ça n'empêche que c'est très intéressant, l'architecture de Le Corbusier. Et quand on va à la Tourette, c'est génial. Ces projets d'urbanisme pour Paris, beaucoup moins. Oui, peut-être dans la continuité. Je voulais revenir un petit peu sur ton parcours à toi, Chris. Donc moi, quand j'étais étudiante en fin de mes études, je suis tombée sur un petit article, un grand petit article dans la revue Urbanisme de Chris qui parlait prendre soin. Oui. Voilà, donc ça fait un certain temps, parce que ça fait un certain temps que je ne suis plus étudiante. Et il m'avait beaucoup marqué. Je l'ai gardé longtemps dans un classeur jusqu'à ce que je jette le classeur. Mais Chris va nous retrouver cet article. Oui, absolument. Voilà, donc ce thème du prendre soin, c'est un terme qui revient aujourd'hui, mais tu le portes sans forcément te revendiquer, ou à l'époque, de ces mouvements d'écoféminisme. Donc, je voulais revenir justement sur ton parcours à toi en tant que femme philosophe, dans un milieu qui n'est pas forcément un milieu très féminin, et femme philosophe dans les écoles d'architecture qui, encore une fois, à l'époque, n'étaient pas encore très, très ouvertes aux femmes enseignantes et qui plus est, femmes philosophes. Donc, comment la philosophie tu as inventé, enfin, comment tu as, aux côtés des étudiants et des enseignants, comment tu as commencé à inventer une philosophie avec l'architecture? Oui. Oui, c'est vrai que c'était pas programmé en fait, parce que moi j'ai vraiment fait une formation de philosophe, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir des profs formidables, surtout un prof qui s'appelait Maldinet, mais j'avais aussi Deleuze pendant 4-5 ans, j'ai Dagonier, vraiment Lyon, c'était vraiment une très bonne université à cette époque-là, qui m'a formée. Et comme je suis partie vivre au Liban, mon mari est libanais. Quand la guerre a fait que je suis revenue en France, je suis devenue psychosociologue à l'école des hautes études en sciences sociales, et j'ai cherché du boulot, parce que être philosophe, ça ne sert pas à grand-chose, franchement, pour trouver du travail, c'est pas le bon plan. Et donc, psychosociologue, j'étais embauchée dans une école d'ingénieurs à Clermont-Ferrand, parce on était arrivé à Clermont comme ça, dans une école d'ingénieurs, le CUST, pour enseigner le management, les cercles de qualité, la psychosociologie du travail, tout ça. Et puis, j'ai été invitée par hasard, mais c'est vraiment la chance de la vie, hein, à l'école d'architecture, parce qu'ils avaient besoin d'un enseignant d'université dans leur jury, comme nous, on a besoin d'universitaires. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, l'architecture, parce que ça nous parle de questions qui m'intéressaient. Les étudiants racontent, c'était un diplôme de fin d'études, ça parlait de choses où il y avait de la sensibilité, où il y avait... c'était vraiment passionnant.
en fait, moi, ce qui a fait que ça a marché, c'est que j'avais déjà commencé à travailler pour enseigner où je n'étais pas à l'aise parce que j'avais jamais travaillé dans une entreprise et j'enseignais le management. Et c'était pas du tout agréable. Ou alors, il fallait que je fasse du recrutement, parce que je sais faire des tests, tout ça. Et là, c'était quelque chose qui était très dur. Et là, j'étais là, je me suis dit... Et ça, donc, il y a eu un coup de cœur pour l'architecture et ils m'ont adoptée. Et ce qui fait que j'ai été adoptée à l'école d'architecture, quand il y a eu des concours, j'ai démissionné de l'université, j'ai passé les concours, j'ai eu la chance de réussir. Vraiment, j'ai pris un risque pour dire ma passion pour l'architecture. Si j'ai pris le risque, parce que même le ministère m'appelle, me dit, écoutez madame, vous vous rendez pas compte, mais vous êtes en train de démissionner d'un poste de titulaire, vous êtes contractuel à l'école d'architecture. Je dis, bah oui, d'accord, mais... Et puis après, il y a eu des concours, et voilà, j'ai été sauvée, parce que c'est très important de gagner sa vie, ça c'est sûr. Et donc, pour moi, c'était vital. Et donc, c'était vraiment le fait que... Là, ça m'a beaucoup parlé. Après, j'ai été accueillie par les architectes. Et ce qui était formidable, c'est que dans cette école d'architecture de Clermont-Ferrand, on travaillait dans des équipes interdisciplinaires. C'est-à-dire que moi, je travaillais avec un architecte qui s'appelait Michel Mangematin, qui, lui, était intéressé par la philosophie. Il m'a accueillie dans son studio. Et ça a tout changé, quoi. Parce que j'étais dans le studio avec les architectes. Donc, je me suis formée à l'architecture. J'ai fait des voyages avec eux. Je suis allée en Finlande, visiter Aalto. Je suis allée à Pietila et puis voir Sisa et Rossi et voir des grands, Le Corbusier. Donc, j'ai été formée à l'architecture grâce à ce travail de coopération avec mes collègues. Et c'est ça qui a fait la différence. Je pense que je me suis acculturée à l'architecture parce que cette école, à ce moment-là, accepter l'interdisciplinarité. Je n'étais pas simplement à faire mes cours toute seule dans un coin. J'avais des cours sur le corps, je faisais un cours sur le corps. Je ne sais pas comment les étudiants vivaient ça, parce que je leur parlais le corps de la phénoménologie, le corps de la psychanalyse, le corps... Je ne sais pas comment, mais j'essayais de partager avec eux quelque chose qui avait du sens pour eux, le corps, par exemple, ou habiter. Tu vois, j'ai à chaque fois pris des thèmes qui avaient un rapport pour eux. Et puis j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des architectes qui m'ont soutenu, parce que Frédéric Bonnet, avec qui j'ai travaillé, il avait envie qu'on travaille ensemble. Donc tout ça fait que j'ai travaillé avec des architectes. Et puis maintenant, des fois, souvent, je viens à l'école de Nantes, participer à des jurys, avec Maëlle, notamment. Et non, mais ça change tout, parce que quand tu es philosophe, si tu n'es pas formé à l'architecture, c'est difficile. Et c'est une grande chance qu'on puisse travailler dans les écoles d'architecture et pas simplement en philo, séparés. Ça va peut-être pas durer, parce que je suis pas sûre que ça soit dans l'air du temps, mais en tout cas, pour moi, ça a été, c'est ce qui a fait que les choses se sont enclenchées et que j'ai fait le choix vraiment de travailler avec l'architecture et de développer la recherche. Parce que c'est aussi ça qui nous a reliés, c'est que moi, je me suis toujours battue pour développer la recherche, architecture et philosophie avec les architectes et pas contre les architectes. Ce qui n'est pas toujours le cas des sciences sociales. Non, mais ça peut ne pas être le cas. Tu veux un micro? Bon, bonsoir à nouveau et merci beaucoup pour votre intervention à toutes. Vous disiez en introduction que souvent les architectes n'ont un peu comme outil que leurs outils de représentation et de projection. Vous parlez de technicité aussi. Moi, je suis un de vos anciens étudiants aussi et je crois que les mots sont presque plus importants que les dessins. Mais vous dites qu'on est au creux de la vague et que tout ça nécessite un sursaut. On est au creux d'une vague qui est environnementale, qui est politique, qui est aussi systémique et on voit bien que face à nous, il y a un monde qui s'écroule, qui ne lâchera rien du capitalisme extractiviste, des nouvelles démocraties qui virent au fascisme quand même de manière très inquiétante.
Et finalement, vous, en tant que philosophe, est-ce que vous pouvez nous partager comment... En fait, Hannah Arendt disait que ce qui fait autorité, c'est le projet partagé et sa mise en récit. Et je pense que face au récit autocratique et face à la puissance d'un système économique qui a tout détruit, comment on doit se remettre en récit, en quoi la philosophie peut nous aider à des projections utopistes, mais aussi réalistes, et qui auront la capacité de fédérer bien au-delà des architectes et des concepteurs pour affronter cette remontée de vague et cette régénération que vous appelez de vos souhaits. Merci. Oui, c'est... Je suis pas sûre d'avoir, parce que le son du micro est pas toujours, je suis pas sûre d'avoir tout à fait compris tout, mais je pense qu'effectivement, ce sursaut-là de, vous voyez, c'est vrai qu'il dépasse totalement les disciplines. C'est vraiment c'est un rapport à la citoyenneté. Enfin, la façon, il y a une dimension très politique en fait dans la façon de, pas au sens politicien, mais au sens de se dire comment est-ce qu'on peut coexister, cohabiter alors qu'on n'est pas d'accord. Enfin, tous ces éléments qui sont en ligne de compte. Moi, je trouve que actuellement, c'est vraiment ce que je pense profondément, c'est que l'architecture, elle se trouve prise dans... Enfin, les métiers d'architecte est pris dans une grande... Il y a une grande violence autour du métier d'architecture, aussi de par la concurrence avec d'autres formes, avec les ingénieurs. Il y a des partenariats avec les ingénieurs, mais il pourrait y avoir aussi des concurrences assez fortes. Et puis, il y a tout ce monde financier, évidemment, ce capitalisme financier dont vous parlez, qui est là et qui a beaucoup de cartes en main. Par contre, je trouve qu'il y a un nouveau contexte dans les écoles d'architecture, enfin pour les écoles d'architecture, mais pas que. Hein. Et en philosophie, je sens bien que ça bouge aussi, mais ça n'a pas le même impact, parce que les architectes, ils ont un pouvoir, un savoir-faire, justement, d'imaginer des transformations. Donc, cette travail sur l'imaginaire, imaginer les transformations, il entre en écho aujourd'hui avec cette idée comment est-ce qu'on peut imaginer d'autres possibles. Et moi, je suis frappée, par exemple, vous voyez, je travaille à l'école spéciale en ce moment dans 2 groupes de domaines d'études de fin de master, parce que nous, on a des domaines d'études, un sur expérimenté, un autre sur réutilisé. Mais en fait, je lisais les 6 points que donnait Rachida Dati dans le nouveau système, et elle évoque, imaginez, je ne sais pas la formule, je n'ai pas appris par cœur, hein, mais c'est la notion de nouveaux modes de vie. Et c'est certain que quand je regarde les étudiants, par exemple, qui sont dans réutilisés, s'ils ne travaillent que sur le réemploi, l'expertise au niveau des matériaux, de la mise en œuvre des choses, et de l'impact aussi, pour connaître l'impact de telle ou telle façon d'utiliser telle ou telle matérialité, etc., ça ne fera pas architecture. Et ça va forcément passer parce que c'est qu'habiter à tel endroit. Par exemple, là, je vois là où on travaille, souvent, on est par les quartiers les plus pauvres de Paris, là, par exemple, le semestre dernier. Donc, c'était un bâtiment où il y avait vraiment... On ne pouvait pas simplement penser réemploi, réutilisation sans penser la dimension sociale, politique et la question de l'inclusivité, du partage. Je préfère l'idée du partage. Et donc, de retravailler tout ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, autour des communs. Oui. C'est un nouveau chantier aussi, c'est un peu la subsistance, les communs. C'est des nouveaux chantiers qui sont vraiment porteurs. Et je pense que cette culture qui est là, je pense que pour vous, les jeunes architectes qui rentrez, puisqu'en 3e année, c'est-à-dire que vous avez déjà, ça y est, vous avez déjà des bases, mais il n'empêche que tout ce qui va toucher, par exemple, la question de la nourriture, la question du commun, la question de partager, de faire place, aux autres, ça va être quelque chose d'extrêmement difficile. Mais on a besoin des architectes parce qu'on a besoin qu'ils imaginent des possibles. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça aussi qu'on a en commun avec la philosophie aussi, parce que la philosophie, elle imagine en fait, elle réfléchit, elle essaie de voir comment ça se combine les choses, comment ça s'argumente.
Et il y a un grand courant autour de la question de la fiction. Je pense que tout le travail autour de la fiction, de la littérature, moi je trouve qu'il y a beaucoup de proximité avec la littérature et la philosophie. Je sais, Maëlle, toi tu le fais beaucoup, mais moi je sais que j'ai travaillé beaucoup mes étudiants sur aussi des textes par exemple, Le Clésio, j'aime beaucoup ce que fait Le Clésio, parce que lui, Le Clésio travaille toujours pour les démunis, les faibles. Ses héros sont les plus faibles, en fait. C'est pas les plus puissants. Et ça parlait beaucoup aux étudiants, beaucoup. Le livre qu'il a fait sur la faim, il est assez génial. Enfin, c'est-à-dire, et c'est pas misérabiliste, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, c'est vraiment cultiver. Moi, en tout cas, c'est ça qui me plaît dans l'écoféminisme. Et pas que l'écoféminisme, parce que je trouve tout ce qui se fait, par exemple, autour de la question de l'animal, très intéressant. Quelqu'un comme Morisot, par exemple, c'est cultiver de nouvelles formes de sensibilité. De nouvelles formes de sensibilité, de nouveaux récits, et ça va faire une autre architecture. Enfin, moi, je pense de toute façon, il va bien falloir qu'on cultive ces éléments-là, la joie, l'amour. Tout à l'heure, c'était prononcé, mais c'est vrai, amour maudit, l'amour du monde. Sinon, on est cuit comme si on nous avait jeté dans une eau bouillante, vous voyez, et qu'on voit comment on frétille. Ce qui est horrible. J'imagine. Mais on imagine pour les pauvres animaux qui le vivent. Pour les homards. Oui. Non, mais moi, je pense que c'est pour ça que c'est le temps des régénérations. Et ces régénérations, elles vont passer par le mental aussi, par d'autres récits, par d'autres volontés, par d'autres aspirations. Et c'est pas impossible. Mais c'est pas facile. J'espère que je le verrai, c'est pas sûr. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, Chris, pour tous ces échanges. Moi, j'aimerais t'entendre à nouveau sur la question des milieux, plus précisément, et sur la reliance, justement. J'ai l'impression qu'on est passé encore un petit peu vite sur ça, et j'aimerais t'entendre là-dessus. Voilà. Merci Viannelle pour cette question, parce que c'est sûr que la question de la reliance, ça a été... on peut dire qu'il y a eu la période Clermont-Ferrand, j'ai vraiment appris l'architecture avec mes collègues. Et tout le travail sur le corps, l'habité, l'art architectural. C'était beaucoup. Au départ, j'étais vraiment avec Michel Manzematin sur l'art architectural, vraiment. Et c'était formidable. Après, je peux dire qu'il y a eu la période Bonnet, Frédéric Bonnet, Didier Robois, qui était beaucoup plus le rapport à l'urbain, etc. Et c'est en travaillant sur la question urbaine que j'ai réalisé à quel point cette question du milieu, elle était fondamentale. Et c'est sûr que cette période des milieux, c'est-à-dire qu'on est toujours au milieu, pour une définition de Deleuze, c'est pas simplement, vous voyez, le milieu environnemental que développe la science écologique, mais c'est, vous voyez, c'est le milieu dont on participe, dans lequel on est avec, parmi. Et la reliance, elle est vraiment, elle est venue. Et pour moi, je pense que la boussole, par exemple, d'accueillance, quand je parle de synergie, c'est que la reliance, c'est la synergie. Et c'est vraiment venu du concept de Edgar Morin, qui considère que c'était la clé de voûte de sa méthode. Vous savez, il a écrit 6 livres sur la méthode et sur justement la systémique, la nature de la nature, la nature de la culture, l'humanité de l'humanité, son dernier. Et justement, il dit que la clé de voûte de sa méthode, c'est la reliance. C'est l'art de se relier aux autres espèces, à l'autre, aux autres et à soi-même. Vous voyez, c'est écosophique, quoi. Il ne parle jamais de ça, lui. Mais profondément, c'est génial quand il dit ça. La reliance, c'est se relier aux autres espèces, c'est les vivants, vous voyez, c'est tous les vivants. C'est aux autres, c'est vraiment les autres cultures, les autres humains, l'autre qui n'est pas le même que moi, qui peut-être vous voyez, c'est très difficile, mais c'est fondamental, et soi-même. Parce qu'il dit que si on ne se relie pas à soi-même, ça rejoint la question que vous évoquiez, ce rapport, on travaille avec soi-même, mais aussi avec les autres. Et c'est cette reliance, c'est vraiment central.
Et je pense, quand on dit, avec l'écosophie, par exemple, l'environnemental, le social, le mental, vous voyez, on retrouve toujours un peu ces mêmes idées qui reviennent. Et où cette question du milieu, moi, je l'ai beaucoup utilisée, je l'ai même cultivée, et on la cultive toujours au laboratoire Gerfaux, la question des milieux habités, parce que ça nous permettait d'éviter, oui, de travailler sur ce mot qui était « on est au milieu, on est avec ». C'est pas simplement territorial, c'était pas simplement environnemental, c'était quelque chose qui nous impliquait de façon plus corporelle. Oui, c'est vraiment central. Et la reliance, c'est la clé, mais je pense que c'est aussi ce que l'architecture ne fait que relier les choses. Et quand on regarde, par exemple, accorder, ça va être comment on accorde les choses, où on les désaccorde justement pour s'en séparer. Vous avez posé une question? Tu veux poser une question? Ce sera la suivante. Il y a peut-être des réactions déjà par rapport à parce que j'ai peur que du milieu et la reliance. Moi, je sais pas niveau temps. C'est pour ça que j'ai peur. Ouais. J'ai peur que vous ayez Après, poussé pas. Moi, l'élargissement, la dernière question, mais ça a été déjà évoqué un peu. J'ai bien aimé le mot malaise qui a été dit tout à l'heure. Il faut savoir quand même, il y a 2-3 semaines avant, là, l'auditorium était rempli comme ça le jour des journées portes ouvertes de l'école d'archi que vous avez tous vécu, vous avez présenté les projets. Et déjà, dire que c'est vrai que tu parles d'amour, de joie, et ce qu'on constate aussi, c'est que le mot architecture, il séduit toujours, enfin, il attire. Et même si, ce que disait le directeur, quand il accueille comme ça les parents et les jeunes lycéens qui sont stressés, c'est pas si loin pour vous, la majorité, parce que vous êtes en 3e année, donc c'était il y a 2 ans. Le mot il est un peu méconnu avant. C'est pas un mot, l'architecture, hein, vous vous rappelez encore, c'est récent, même pour nous c'est récent. Moi je me rappelle c'est l'école qui m'a formé à l'architecture et maintenant aussi un peu à la philosophie, puisqu'on partage cela. Et on peut tous le partager, puisque ça embarque toutes ces notions-là, l'architecture et la philosophie. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question aujourd'hui, quand on est étudiant en école d'architecture, qu'on arrive en première année, tiens, est-ce que ce que je mets derrière le mot architecture, c'est-à-dire construire, bâtir, est-ce que moi-même je vais bâtir dans ma vie? Et tu as commencé comme ça avec Heidegger et donc bâtir, habiter, penser. C'est en 1951, c'est presque 75 ans après, et les choses ont vraiment changé. Et c'est vraiment d'actualité. Et d'ailleurs, il y a Maryse qui est en train d'écrire là devant, Maryse Quinton, mais qui a justement fait un dossier dans la revue Da au mois de janvier dernier, que vous avez peut-être parcouru déjà, et qui est la vraie question, faut-il arrêter de construire? Et c'est là où je pense que la philosophie, elle peut nous aider aussi, et je pense qu'elle doit nous aider, parce qu'on vit ce paradoxe, en fait, étant architecte, bâtisseur, c'est qu'on bâtit, on utilise la ressource, qui est de plus en plus rare, précieuse, et donc même en philosophie, le terrain de jeu, la matière à penser, c'est de bâtir. Et donc, en quoi, là encore, la philosophie, elle peut nous aider, mais tu as répondu, tu as très bien répondu, c'est que tout est à inventer. Enfin, on est heureusement qu'on n'a pas encore la réponse comme ça. Si on avait la réponse, on n'en parlerait peut-être même pas. Je crois d'ailleurs que c'est Deleuze qui dit que la philosophie, c'est toujours chercher à comprendre, et que, en fait, si on a déjà tout compris, comme certains le disent, hein, il y en a qui apparemment ont tout compris dans ce monde et ont les solutions radicales, mais en quoi justement, et c'est peut-être pour ça que la philosophie et l'architecture se rapprochent, c'est que on doit tout réinventer en permanence, c'est un mouvement permanent, et c'est là où la philosophie, elle permet de maintenir ce mouvement, et cette manière de penser qu'on doit régénérer aussi, et le prendre soin, je pense, c'est peut-être une question, c'est comment on prend soin aussi de nous. Absolument. En tant que concepteur. Je crois qu'il y a un sage indien qui disait, avant de sauver le monde, il faut savoir se sauver de soi-même. C'est pas se sauver de soi-même, construire une fusée et partir sur Mars en disant c'est bon, je vais trouver une solution. Mais voilà, est-ce que la philosophie, elle ne nous permet pas de prendre soin de nous-mêmes et de nous sauver un peu pour imaginer ensemble, collectivement, la suite? Oui, mais je pense que si la philosophie, elle traverse le temps, c'est parce que, en tant qu'humain, on se pose des questions en permanence et qu'on a envie de les partager aussi avec d'autres. Et
et c'est sûr que se retrouver là, je pense qu'avec l'architecture, de se demander quand on va construire, de quel arché on parle, c'est une vraie question en fait. Et c'est vrai que ce malaise des civilisations dont parlait Freud, mais ce malaise que l'on ressent parce qu'on voit qu'on ne sait pas trop comment bien se comporter, il est essentiel. Moi, je trouve que c'est bien que les architectes ils réfléchissent beaucoup avant de construire, parce que faire des fictions, c'est une chose, mais manipuler la matière, ça a un poids, ça a des émissions, ça a quelque chose qui fait que c'est être en charge de quelque chose. Et je pense que cette question du Caire aujourd'hui, il est à inventer complètement. C'est simplement une impulsion. Comment se comporter. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire, on va quand même, ceux qui travaillent sur le Caire, ils travaillent sur reconsidérer la considération, la reconsidération de la dignité des autres, l'attention, l'empathie, c'est-à-dire ressentir avec l'autre. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va mesurer de quoi on est en charge. Mais je trouve que c'est très, très, très fort ce qu'a apporté l'architecte. Mais je pense que, d'ailleurs, un philosophe aussi, quand il écrit un texte, il a une influence d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas beaucoup, mais il peut avoir une influence. Donc, je pense que l'impact des choses, c'est important qu'on ait cette question sur le rapport à la responsabilité. Et d'ailleurs, dans le titre qu'ils mettent « Qu'est-ce que le Caire ?» je vois Sandra Logier et puis bon, leur trio, ils mettent sensibilité, enfin, l'autre, sensibilité, responsabilité. C'est-à-dire que c'est quand même cette question de à quoi est-ce qu'on répond ? On ne répond pas simplement de ses actes, mais on répond à quelque chose qui nous paraît important, essentiel. C'est ce que je trouve dans les projets d'architecture. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un projet d'architecture, c'est quand même toujours un événement quand on arrive, par exemple, dans les projets de fin d'études. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment quelqu'un a posé la question ? Comment il y répond ? C'est évident que ça engage tellement de choses que c'est être débordé. Et en même temps, c'est vrai que ça peut être intéressant de se demander dans quelle mesure j'ai bien pris soin des bêtes, des plantes, et de l'eau, de l'air, de la terre. Parce que le fait de retrouver l'élémental aussi, et pas simplement s'appuyer sur la puissance technique, c'est fondamental. C'est ça aussi le sursaut. C'est le fait de dire que c'est aussi voir que la machine ne va pas tout faire. Et elle a une place essentielle. La technosphère fait partie de la biosphère. Mais il y a une fragilité humaine, une vulnérabilité humaine, fragilité, vulnérabilité de la vie, de tout ce qui est beau, de tout ce qui a du sens. Et pour moi, c'est ça l'architecture. C'est comment on fait avec cette chose. Donc je trouve qu'effectivement, poser beaucoup de questions, c'est ce qu'on a en commun, architecte et philosophe. Et c'est bien. Et critique en plus. Alors, peut-être qu'il y a des réactions à ce qui vient d'être dit, mais voilà. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit précédemment. Enfin, vous avez plusieurs fois parlé du fait que vous faites le lien entre le corps et la philosophie. J'aimerais le lien entre le corps et la philosophie. Oui, j'aimerais en savoir un peu plus, enfin, s'il vous plaît. Oui, merci. Non, mais c'est parce que c'était... oui, je pense que c'est fondamental. Parce qu'en fait, on va habiter avec nos corps et notre esprit. Hein, donc... et que donc, tout à l'heure, justement, mon collègue parlait du modulor de Le Corbusier, donc et c'était l'intérêt aussi de partir du corps. Après, bon, c'est un corps particulier, mais c'est quand même un corps. Il semble que même à la fin, il le faisait bouger un peu différemment. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que la question de la corporéité, elle est fondamentale parce qu'elle nous pose la question, vous voyez, de notre vulnérabilité. Parce que c'est vraiment frappant de voir même un bébé,
on voit qu'il a peur, c'est-à-dire que dès qu'on est en vie, de notre premier souffle jusqu'à notre dernier souffle, quelque part, il y a la force corporelle, mais aussi la fragilité du corps qui peut être blessé, qui peut être malade, qui peut être attaqué. Et donc, l'architecture, elle vient quand même, pour moi, elle a un rapport à l'abri, elle vient quand même en support du corps, elle vient donner un second corps à un individu, à une famille, à un groupe social, à des valeurs. Vous voyez, d'un seul coup, le corps, il est à la fois matériel et immatériel. C'est pour ça que, par exemple, ça fait très longtemps, mais quand je faisais mon premier cours, j'avais fait sur la question du corps. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir le corps de la psychanalyse, qui est un corps immobile, qu'on allonge, mais pour qu'il se remémore ce qu'il a vécu, les influences qu'il a eues, qui l'ont meurtri, qui des fois l'empêchent de vivre de façon harmonieuse. Et vous voyez, par opposition au corps de la phénoménologie, qui est un corps en mouvement, qui est un corps qui se déplace, qui ressent. Donc, je trouve qu'il y a une grande proximité. En tout cas, c'est un thème central pour l'architecture et que la philosophie a travaillé de plein de façons. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir plusieurs voix sur le même sujet, quoi, pour permettre à chacun de se positionner. Je trouve que c'est ça aussi l'intérêt de la philosophie. Et quand on fait des études de philosophie, on découvre un univers. Par exemple, moi, quand j'avais fait la philosophie arabe et que j'ai découvert tout un travail autour du soufisme, ça m'a énormément apporté. C'était moins les références de la phénoménologie qui étaient beaucoup. Il y avait tout un travail aussi avec le zen, par exemple. C'est-à-dire qu'on va voir comment la philosophie va rendre compte aussi de choses. Parce que finalement, la philosophie a souvent travaillé de choses plus immatérielles que matérielles. Aujourd'hui, je pense qu'elle se retrouve projetée dans un... Elle retrouve ses rapports à la matière. On a toujours vu un peu la matière et l'esprit, vous voyez, la philosophie, l'architecture, c'est matière-esprit. Donc ces questions-là, elles sont au cœur de la matérialité et de l'immatérialité. Et je crois qu'on a fini. Oui. En tout cas, merci beaucoup. C'était très content de venir. Merci à mes collègues.